Avec les événements actuels, j'ai pensé que vous proposer de vous élever avec une hypnose autour de l'allégorie de la caverne de Platon était plutôt approprié. Ne trouvez-vous pas que l'actualité est sans cesse dans le sensationnel, toujours plus effrayante, plus stressante et plus suffocante même, au final? Or, c'est réellement ce côté sensationnel qui pose réellement problème. Au final, on ne cherche pas à nous informer, mais on cherche plutôt à attirer notre attention en suscitant des émotions négatives. Et c'est cette manière de faire qui nous pousse à la panique. Et ce soir, je vous propose simplement avec l'aide de Platon de reposer l'esprit, de le purifier de toutes ces émotions négatives. Et je vous propose donc de vous élever au-dessus de toute cette cacophonie du sensationnel, la laisser de côté et au final vous endormir sereinement, en profitant de toute la beauté d'un instant silencieux et calme. Êtes-vous prêts? Et avant toute chose et encore une fois, nous ne cessons d'être de plus en plus nombreux au club des dormeurs. Et ça ne serait pas possible sans vous. Alors merci, continuez comme ça, et j'espère qu'on va pouvoir réaliser de belles choses, tous ensemble. Je vous propose donc de laisser de côté tout le brouhaha ambiant, en commençant déjà par vous installer confortablement, et vous couper de l'extérieur en fermant les yeux. Toujours et avant tout selon un seul et même principe. Vous êtes libre. Car cette hypnose est avant tout une conversation du soir, où on ne sait pas trop bien quand l'hypnose commence et quand elle termine. Et vous êtes libre de bouger à tout moment. Alors ne commencez pas sans que vous n'ayez déjà terminé de commencer à scruter les sensations dans ce corps. Pour les plus habitués qui ont écouté l'hypnose déconnectée, vous savez très bien ce que je viens de faire. Pour les autres, aucun besoin de comprendre. C'est d'ailleurs vrai pour nous tous. Pour vous qui écoutez comme pour moi. Tous les deux. Nous n'avons pas besoin de comprendre, mais simplement de ressentir. Pas besoin de comprendre les mots que je vais vous donner, mais simplement de les ressentir et de les interpréter sincèrement au plus profond de vous. Comme par exemple ressentir comment les sens vont peu à peu tous se fermer de l'extérieur, les uns les autres, pour se concentrer sur l'essentiel. Ce qui est justement à l'intérieur. Et déjà, simplement de profiter de ses paupières et de ses yeux fermés. Ces yeux fermés, vous pouvez voir comme une flamme qui s'éteint et laisse place à du calme à l'intérieur de ses paupières détendues. Dans la pensée de Platon, la vision se fait par la rencontre de la lumière extérieure et de la lumière intérieure. Pour lui, cette lumière se concrétise en des particules de feu. Quand on a les yeux ouverts, la flamme extérieure de la lumière du soleil vient alimenter la flamme intérieure du feu des yeux. Et quand on ferme les paupières, organe de protection qui permet de se couper de l'extérieur, on se coupe en même temps du feu extérieur qui n'alimente alors plus le feu intérieur. Raison pour laquelle cette flamme vient de s'éteindre dans l'écran de vos paupières. Et raison pour laquelle, alors qu'au début il faisait noir, maintenant vos yeux commencent à s'habituer et à entreapercevoir des formes dans ces paupières. Et si la flamme vient de se couper, c'est aussi le visage qui peut se faire sentir un peu plus frais, tandis que la mâchoire se relâche.
Maintenant que les yeux se sont fermés et apaisés, nous allons maintenant pouvoir nous tourner vers l'audition. Souvent on nous dit de ne se concentrer que sur la voix de l'hypnotiseur, alors que pourtant, tous les sons qui se font entendre, les moindres petits bruits, peuvent devenir quelque chose d'hypnotisant. Comme dans ces moments où on s'endort et que les sons se font entendre plus ou moins précisément, comme une forme d'écho, en spirale. Puis tout en laissant l'audition se poser et se calmer, je vous propose maintenant de sentir comment les différentes sensations de calme se font sentir sur ce corps et dans ses différentes parties, en commençant par la nuque. Et tandis que cette sensation descend, laissez-moi vous expliquer la conception platonicienne de la réalité. Toujours selon le même principe, sans vraiment savoir quand l'hypnose commence et quand elle termine. Et selon Platon, l'ensemble de ce que nous percevons par nos sens est en perpétuel devenir. Tout ce que nous trouvons sur cette terre est changeant. À peine a-t-on pu en parler que la chose a déjà commencé à changer. Si je parle d'une fleur en particulier, fleur que vous êtes libre de vous représenter ou non, à peine je vais avoir dit une chose dessus qu'elle va commencer par changer. Cette plante va éclore le matin et se refermer tout doucement le soir. Peut-on donc du coup en parler et dire que cette plante est comme ceci ou comme cela? C'est la raison pour laquelle Platon n'accorde pas de crédit à ce que nous percevons à travers nos sens. Car, comme vous pouvez le voir, les sensations sont changeantes. Certaines parties du corps se font sentir lourdes, comme le dos et le buste. Et d'autres plus légères, comme en apesanteur, comme ses jambes. Et d'autres encore chaudes, comme le creux de ce ventre. Et d'autres plus fraîches, comme ce visage. Ces sensations qui se confondent les unes dans les autres, les unes avec les autres, pour finalement procurer une sensation de calme dans l'ensemble du corps. En constatant l'aspect changeant des choses en devenir, Platon préfère parler des choses immuables, de l'essence de ce qui est, de l'essence de la fleur, de l'essence de la vérité. Pour lui, les sens nous éloignent de la vérité, car ils nous mettent en face des choses en mouvement, comme le mouvement de cette respiration, par exemple. Cette respiration dont on ne saurait dire réellement ce qu'elle est quand on la décrit. Car en quoi consiste cette respiration? Votre respiration, que vous sentez se faire de plus en plus lente. On ne peut pas la définir comme un rythme, car comme vous pouvez le constater, elle change. Elle est devenue de plus en plus profonde et lente.
on ne peut pas parler non plus en termes d'air, car l'air qui passe dans ses narines, cette bouche et ses poumons n'est jamais complètement le même, sans cesse renouvelé, sans cesse enrichi en oxygène. Et c'est ça qui fait la beauté de cette respiration. C'est qu'elle ne nous appartient pas, et que pourtant, dès qu'on peut s'y connecter de nouveau, elle produit en nous un profond état de bien-être. Et pour les Grecs, le réel principe clé de la respiration, c'est l'âme, autrement dit l'esprit pour nous. Raison pour laquelle ils appellent l'âme pneuma, soit le souffle. D'ailleurs, il est vrai que la respiration et l'esprit sont intimement liés. Lorsque la respiration ralentit et devient de plus en plus profonde comme la vôtre, c'est l'esprit qui lui aussi se fait plus calme et plus profond encore. Et d'ailleurs, constatez ce calme plat dans l'esprit. Car pour Platon, c'est véritablement de l'esprit dont il convient de s'occuper, de faire en sorte qu'il se coupe de tout ce brouhaha extérieur pour se tourner en lui-même vers une tranquillité bienfaisante. La tranquillité d'esprit que vous pouvez commencer à trouver maintenant. Et maintenant que l'esprit est beaucoup plus calme, calme à la manière de l'eau cristalline d'un lac, une eau rafraîchissante et complètement plane, lisse et douce. Dans cet état de calme, l'esprit peut prendre beaucoup, mais alors beaucoup plus de distance avec les choses. Et c'est remarquable comment, dans cet état, l'esprit peut tout appréhender avec beaucoup plus de légèreté, car cette légèreté lui fait du bien. Car il le sait, que de temps à autre, il est bon pour lui de retrouver cette légèreté. Un temps réservé uniquement pour lui, un temps de calme et de repos qu'il a le droit de s'accorder. Un temps qu'il peut prendre pour se ressourcer complètement. Et dans cet état de calme profond et de distance, l'esprit peut vous figurer en bas de grands et beaux escaliers, en bas de marches qu'il vous appartiendra de monter les unes après les autres, pour monter dans le monde des songes tant mérités. Cependant, pour monter les marches en toute tranquillité et léger, vous pouvez vous retourner et simplement fermer la porte qui se trouve derrière vous. En fermant cette porte de laquelle s'échappait un brouhaha ambiant, c'est un doux silence qui peut s'installer dans ce beau et magnifique couloir d'escalier. Ce couloir dont les murs sont parsemés de fenêtres, fenêtres qui donnent sur le monde des songes et des rêves, et qui laissent resplendir des lumières toutes plus vives et plus belles les unes que les autres.
Et en bas de ces escaliers, vous pouvez monter la première des marches. Et sur la première des marches, vous trouvez un objet. Et cet objet, c'est une sphère. Une sphère de couleur bleu marine, un peu sombre et un peu lourde. Prenez-la à deux mains avec vous. Même si vous ne savez pas encore tout à fait ce qu'elle représente, elle va vous accompagner durant la douce ascension de ces escaliers. Je vous propose donc de monter les 5 premières marches et de constater une chose, c'est que cette boule bleu marine devient un peu plus claire, d'un bleu déjà moins foncé. Et même, c'est comme si elle se faisait sentir un peu plus légère. Et en même temps, un léger frisson agréable peut se faire sentir dans votre nuque, comme si davantage de tranquillité venait de s'y déposer à l'instant. Et c'est alors que, dans cet élan, vous prenez maintenant l'initiative de monter les 5 marches suivantes. Et la boule bleue de devenir bleu ciel et de devenir un peu plus légère encore. Et cette sensation de tranquillité de se répandre en vous-même. Mais que peut donc bien représenter cette boule bleue? Encore une fois, laissez faire les choses. Vous allez les ressentir en temps voulu. Vous montez maintenant 10 de ces marches. Et la boule bleu ciel de s'illuminer d'une lumière bleu ciel très claire et de se faire très légère. Et la sensation de tranquillité de devenir une sensation de lâcher prise complète. Vous pouvez maintenant tranquillement monter 20 de ces marches. Et la boule bleu ciel lumineuse de devenir de plus en plus claire, presque transparente. Et de devenir tellement légère que maintenant elle flotte devant vous sans que vous n'ayez rien à faire. Et le lâcher-prise devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agréable et ressourçant encore. Et vous montez donc 20 de ces autres marches. Et maintenant la boule de devenir blanche, d'un blanc cristallin, avec une lumière au contour pailleté. Elle est si belle, et si puissante même à la fois, qu'elle vous porte. Et c'est maintenant la boule cristalline qui vous porte tout en haut de ces escaliers. Et vous pouvez maintenant ouvrir tranquillement la porte des songes, tout doucement, très lentement et sereinement, appuyez sur la poignée, poussez la porte, laissez la lumière apparaître et admirez la magnifique clairière sur laquelle la porte des songes donne. Une belle clairière.
vous refermez tranquillement la porte derrière vous, tout doucement, comme pour respecter le doux silence qui se fait dans cette clairière. Et tout d'un coup, la boule vous échappe alors des mains et vient illuminer le ciel. Elle représente maintenant le soleil qui berce ce ciel d'une douce lumière. Et cette boule, vous pouvez vous rendre compte qu'elle représente votre esprit. L'esprit qui au début vous accompagnait dans la montée de ces escaliers. Votre esprit qui se faisait de plus en plus léger et de plus en plus cristallin. Cet esprit qui vient de maintenant vous échapper des mains. Et cet esprit sur lequel vous acceptez de lâcher prise. Et donc, cet esprit de permettre de maintenant mettre la lumière sur le monde des rêves. Et dans cette clairière, bercée de cette douce lumière, se trouve un vieux livre. Un vieux livre épais, avec des dorures et une grosse couverture sur laquelle est inscrit « À vous qui venez de parcourir ce magnifique chemin ». Vous ouvrez donc la première des pages. Sur un papier épais, beige, est écrit « Voici l'histoire de votre ascension vers le monde des rêves. » Une histoire qui se raconte depuis des centaines d'années. Une histoire qui nous est rapportée par Platon lui-même. Une histoire qui met en scène Socrate parlant à Glaucon. Et cette histoire, c'est l'allégorie de la caverne. C'est elle qui représente le chemin que vous venez de parcourir. Car juste avant de vous trouver dans ce profond état de lâcher-prise si ressourçant, vous vous trouviez un peu comme pris dans une grotte. Et cette histoire, c'est justement l'histoire d'une personne qui parvient à sortir de cette grotte pour se hisser vers la lumière. Une ascension qui va permettre à cette personne de voir son esprit enfin se trouver dans un profond état de bien-être et de relâchement, et de pouvoir contempler la beauté des choses en elles-mêmes et pour elles-mêmes. La beauté en soi. Et cette histoire, dit le livre, vous êtes libre de l'interpréter de la manière dont vous le voulez. Votre esprit se trouve maintenant dans le ciel et illumine ces pages. Il saura donc avec détachement et lâcher prise vous guider doucement et vous permettre de ressentir en quoi cette histoire va vous bercer et vous permettre de dormir profondément pour la nuit à venir. Et l'histoire commence donc ainsi. Socrate commence à s'exprimer et s'adresse à Glaucon. Glaucon, représente-toi des hommes dans une sorte d'habitation en forme de caverne. Cette habitation possède une entrée disposée en longueur, remontant de bas en haut, tout le long de la caverne, vers la lumière. Les hommes sont dans cette grotte depuis l'enfance, et ne peuvent regarder que ce qui se trouve devant eux, incapables de tourner la tête. Représente-toi la lumière d'un feu qui brûle sur une hauteur loin derrière eux. Et, entre le feu et les hommes, un chemin sur la hauteur, le long duquel tu peux voir l'élévation d'un petit mur, du genre de ces cloisons qu'on trouve chez
les montreurs de marionnettes. Par-dessus ces cloisons, ils montrent leurs merveilles. Je vois, dit-il. Imagine aussi le long de ce muret des hommes qui portent toutes sortes d'objets fabriqués, qui dépassent le muret, des statues d'hommes et d'autres animaux, façonnés en pierre, en bois et toute espèce de matériaux. Et parmi ces porteurs, c'est bien normal, certains parlent et d'autres se taisent. Tu décris là, dit-il, une image bien étrange. Ils sont semblables à nous, dis-je. Pour commencer, crois-tu en effet que de tels hommes auraient pu voir quoi que ce soit d'autre, d'eux-mêmes et les uns des autres, si ce ne sont les ombres qui se projettent sous l'effet du feu sur la paroi de la grotte en face d'eux? Comment auraient-ils pu, dit-il, puisqu'ils ont leur vie durant gardé la tête immobile? Et qu'en est-il des objets transportés? N'est-ce pas la même chose? Bien sûr que si. Alors, s'ils avaient la possibilité de discuter les uns avec les autres, n'es-tu pas d'avis qu'ils considéreraient comme des êtres réels les choses qu'ils voient? Si, nécessairement. Mais alors, dis-je, de tels hommes considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que les ombres de ces objets fabriqués? De toute nécessité, dit-il. Examine dès lors, dis-je, la situation qui résulterait de la libération de leurs liens et de la guérison de leur égarement, dans l'éventualité où, dans le cours des choses, il leur arriverait ce qui suit. Chaque fois que l'un d'entre eux serait libéré, de retourner la tête, de marcher et de regarder vers la lumière. L'éblouissement le rendrait incapable de distinguer ces choses dont il voyait auparavant les ombres. Que crois-tu qu'il répondrait si quelqu'un lui disait que, tout à l'heure, il ne voyait que des lubies, alors que maintenant, dans une plus grande proximité de ce qui est réellement, et tourné davantage vers ce qui est réellement, il voit plus correctement. Ne crois-tu pas qu'il serait incapable de répondre et qu'il penserait que les choses qu'il voyait auparavant étaient plus vraies que celles qu'on lui montre à présent? Bien plus vraies, dit-il. Et si par ailleurs, dis-je, on le tirait de là, en le faisant remonter à la lumière du soleil, lorsqu'il arriverait à la lumière, les yeux éblouis par l'éclat du jour, serait-il capable de voir ne fût-ce qu'une seule des choses qu'à présent on lui dirait être vraies? Non, il ne saurait pas, dit-il. En tout cas, pas sur le coup. Je crois bien qu'il aurait besoin de s'habituer, s'il doit en venir à voir les choses d'en haut. Il distinguerait d'abord plus aisément les ombres, et après cela, sur les eaux, les images des hommes et des autres êtres qui s'y reflètent, et plus tard encore, ces êtres eux-mêmes. À la suite de quoi, il pourrait contempler plus facilement, de nuit, ce qui se trouve dans le ciel et le ciel lui-même, en dirigeant son regard vers la lumière des astres et de la lune, qu'il ne contemplerait de jour le soleil et la lumière. Comment faire autrement? Dit-il. Alors je pense,
que c'est seulement en termes de cela qu'il serait enfin capable de discerner le soleil. Non pas des manifestations sur les eaux ou dans un lieu qui lui est étranger, mais lui-même, en lui-même, dans son espace propre, et de le contempler tel qu'il est. Nécessairement, dit-il. Et après cela, dès lors, il en inférerait au sujet du soleil que c'est lui qui produit les saisons et les années et qui régit tout ce qui se trouve dans le lieu visible et qui est cause d'une certaine manière de tout ce qu'il voyait là-bas. Il est clair, dit-il, qu'il en arriverait là ensuite. Mais alors quoi? Ne crois-tu pas que, se remémorant sa première habitation et la sagesse d'ici et ceux qui étaient alors ses compagnons, il se réjouirait du changement? Si, certainement. C'est sur ce réjouissement heureux, sur ce profond lâcher-prise, que cette histoire se termine. Vous venez de doucement tourner la dernière page du livre, et vous pouvez tout aussi doucement poser ce livre à l'endroit sur lequel il était, et de doucement vous installer dans cette clairière. Sentir l'herbe fraîche sous votre corps et prendre ce temps pour vous, un temps pour vous ressourcer tranquillement. Le soleil est resplendissant, les oiseaux chantent, la nature vous accompagne tranquillement. Et dans ce beau décor, les yeux contemplent ce magnifique ciel. Et dans ce magnifique ciel, vous pouvez distinguer toutes les plus belles couleurs, les plus belles sensations et les plus beaux sons, signes de la beauté en soi retrouvée. Et vous pouvez tranquillement vous laisser porter vers les sensations qui sont suscitées maintenant, doucement et avec tranquillité, et les ressentir tour à tour, pour qu'alors, tout doucement, le corps se laisse porter très doucement vers davantage de calme, et de doucement profiter de cet instant, du moment même, où tout prend sa source et se ressource, et permet de doucement laisser arriver ce qui arrive, pour doucement profiter des belles sensations, pour laisser faire ce qui va se faire, dans des beaux et doux songes d'une nuit de réconfort et de paisibilité.